Bien, nous allons pouvoir commencer. Ça y est, 17 heures passées. Donc, bonsoir à tous. Nous sommes virtuellement réunis ce soir pour discuter et débattre des enjeux liés à l'éducation, à une période, nous en conviendrons tous, des plus sensibles et qui n'a pour ainsi dire pas de précédent dans l'histoire moderne. Alors, dans son message de lancement du pacte éducatif global le 15 octobre dernier, le pape François a repris à son compte le terme de catastrophe éducative, ce qui n'est pas rien, pour évoquer la situation de très nombreux enfants et adolescents dans le monde, privés de toute source d'instruction en raison des restrictions sanitaires mises en place par les gouvernements pour lutter contre le Covid-19. Alors, en soulignant les immenses disparités entre élèves découlant de l'instauration de plateformes pédagogiques informatisées, notamment en raison justement d'accès inégaux aux dispositifs technologiques, il a cité des chiffres alarmants de différentes associations selon lesquelles non moins de 10 millions d'enfants pourraient être contraints d'abandonner l'école purement et simplement dans les années à suivre à cause de cette crise économique provoquée par le virus. Alors peu après, en décembre dernier, le pape a par ailleurs décrété l'instauration de l'année de la famille Amoris Laetitia, qui n'est pas, on le verra, qui n'est pas sans lien avec sa démarche destinée à soutenir l'éducation, qui est sa démarche depuis toujours, puisqu'il a toujours insisté sur le rôle de la cellule familiale comme fondement de la société et comme premier éducateur de l'enfant. Par la suite, le dicaster pour les laïcs a beaucoup insisté là-dessus dans ses communiqués en martelant combien la pandémie a mis en évidence le rôle central de la famille en tant qu'église domestique, c'est leur terme, dans la survie des individus, de la société et de la société dans son ensemble. Donc nous allons bien sûr ici aborder les immenses défis éducationnels posés par les confinements répétitions, la fermeture des écoles, l'enseignement à distance, etc. Mais nous le ferons à travers le prisme de l'institution de la famille, en explorant les façons dont celle-ci pourra aider les sociétés à sortir de cette catastrophe éducative qui est avant tout une catastrophe sociale plus généralement. C'est donc dans cette démarche que la FAFC, qui est donc la Fédération des associations de familles catholiques en Europe, ainsi que l'UNAEC en Europe, l'Union européenne des anciens élèves de l'enseignement catholique, ont décidé de s'unir et ont décidé de la tenue de ce webinaire conjoint avec précisément la conviction que les deux principes et institutions ne vont pas l'un sans l'autre, ce qui est une idée, encore une fois, indissociable de l'enseignement catholique, de l'enseignement de l'Église. Les échanges donc, qui vont suivre vont se dérouler en plusieurs parties pour mieux permettre de mettre en lumière toutes les réflexions. Nous serons ensemble jusqu'à 18h15 et vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook et sur YouTube. Nous allons faire dialoguer successivement des acteurs du monde associatif puis familial, du monde associatif familial et puis éducatif, qui croiseront successivement leurs points de vue. Et à cet égard, je voudrais d'abord donner la parole à Monsieur Antoine Renard, qui est le président d'honneur de la FAFC et qui va tout de suite nous entretenir de l'engagement des familles dans cette crise actuelle, dans la réponse à apporter au pacte éducatif global. Suite à quoi, Monseigneur Vincenzo Zani, secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique du Vatican, qui nous honore aussi de sa présence, reviendra un peu plus en profondeur sur le contenu de ce fameux pacte. Je vous rappelle juste au passage, je rappelle à ceux qui le souhaitent qu'une traduction simultanée est disponible en anglais. Et à cet effet, il vous suffit de cliquer en bas à droite de votre écran pour y avoir accès. Nous écoutons tout de suite Monsieur Renard. Merci beaucoup, Monsieur Renard. À vous la parole. Monsieur Renard, on ne vous entend pas. Je crois que votre micro est coupé. Voilà. Voilà. Pardon. Merci Solène. Bonsoir à tous, réunis par ces moyens techniques qui nous permettent de tenir ces webinaires, mais qui, au fil du temps, nous donnent de plus en plus envie de nous retrouver physiquement, enfin, et ce sera pour bientôt. Chers amis, il y a 10 ans, presque exactement déjà, le cardinal Antonelli, qui était le préfet de la Congrégation pontificale pour la famille, était venu rencontrer la FAFC à Bruxelles et avait adressé un message en deux parties. La première sur l'urgence démographique, dont on a beaucoup parlé, la deuxième sur l'urgence éducative. C'est dire si l'éducation est au cœur des préoccupations de l'Église depuis longtemps et singulièrement dans ces moments difficiles que nous vivons. Et voilà que maintenant,
le pape François, dans son message du 15 octobre, écrit « Dans l'histoire, il existe des moments où il est nécessaire de prendre des décisions fondamentales qui laissent non seulement une empreinte sur notre mode de vie, mais spécialement une position déterminée face aux futurs scénarios possibles. » Cette expression un peu dramatique m'a rappelé à moi, je ne sais pas à vous, peut-être un peu moins aux plus jeunes d'entre nous, septembre 2001. Les tours de Manhattan, sous les caméras des médias, s'écroulent sous nos yeux. C'est une catastrophe, il s'ensuit une sidération mondiale, et on a bien entendu, je m'en souviens, des commentaires qui ne nous paraissaient pas à la hauteur. Et à l'époque, avec quelques-uns, on se disait, mais quelle pourrait être l'initiative de bon niveau face à une telle provocation? Et voilà que le pape Jean-Paul II invite les hauts dignitaires religieux à une prière pour la paix à Assise début décembre. Naturellement, les événements ne sont pas les mêmes, mais ils sont aussi une provocation à laquelle le pape François répond par une initiative mondiale et de haut niveau, c'est cet appel à un Global Compact pour l'éducation. Je poursuis sa lecture. Dans la situation présente de crise sanitaire, très lourde de découragement et de désarroi, nous pensons que le temps est venu de conclure un pacte éducatif global pour et avec les jeunes générations qui engage les familles, les communautés, les écoles et les universités, les institutions, les religions, les gouvernements, l'humanité entière dans la formation de personnes matures. Et vous vous souvenez que le grand évêque Saint-Irénée de Lyon avait dit « La gloire de Dieu, c'est la maturité de l'homme. Le pape appelle à la formation d'hommes mûrs. » Chers amis, nous sommes ici réunis pour renouveler notre engagement à mettre en œuvre l'enseignement social de l'Église et à soutenir et mettre en pratique les propositions faites par le pape dans ce message pour le pacte éducatif global. Les associations familiales en Europe souhaitent réaffirmer leur engagement. Et nous sommes très heureux de le faire en compagnie, en amitié, en lien avec l'Union européenne des anciens élèves de l'enseignement catholique, parce qu'ils se trouvent à mi-chemin entre l'école et la famille, se trouvant eux-mêmes être aujourd'hui des parents, des grands-parents engagés dans la responsabilité éducative. Comme le dit le pape au début de son message, la Covid a accéléré et amplifié bon nombre des urgences et des émergences que nous aurions de toute façon rencontrées, et elle en a révélé bien d'autres. Aux difficultés sanitaires ont fait suite les difficultés économiques et sociales. Les systèmes éducatifs du monde entier ont souffert de la pandémie, aussi bien au niveau scolaire qu'académique. Pendant cette pandémie, nous avons tous expérimenté un certain nombre de choses. Et s'agissant des familles, au moins deux. La première, c'est que pour beaucoup, la famille, c'est le refuge, le roc sur lequel on s'appuie. Et outre les personnes qui ont souffert de la maladie, il y a toutes celles qui ont souffert de la solitude, qui ont souffert d'être éloignées de leur famille et de manquer de ce lien capital pour se refaire des forces, pour se conforter, pour s'éduquer. En même temps, avec l'enseignement à distance, les familles elles-mêmes sont devenues plus engagées dans leurs responsabilités éducatives. Elles ont dû pallier l'absence de l'école et redécouvrir cette responsabilité très grande qui est la leur, éducation à la liberté, éducation aux moyens d'en faire un bon usage, car ce n'est pas tout que de transmettre la vie à des enfants, encore faut-il leur donner les moyens d'en faire quelque chose d'utile et de fécond. C'est une responsabilité qui se vit dans le quotidien et qui est vécue en tout premier lieu pour les familles catholiques dans la transmission de la foi, de la confiance, de l'espérance. Ces valeurs ne sont pas abstraites. Elles font appel à des actions concrètes. Et c'est ce à quoi s'engagent les associations familiales, qui elles-mêmes encouragent les familles à s'engager. Les associations familiales, elles ont un double rôle, un rôle d'entraide pour les familles adhérentes
et pour toutes celles qui peuvent bénéficier des actions mises en place. Je pense en particulier au succès remarquable des chantiers éducation en France, mais à bien d'autres initiatives dans d'autres pays européens où nous avons des associations familiales présentes. Et elles ont un deuxième rôle qui est d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur le rôle fondamental de la famille dans la société et en particulier sur ce sujet de l'éducation. Elles s'y emploient avec les moyens qui sont les leurs, avec constance, détermination, mais toujours avec l'éclairage de l'enseignement social de l'Église. Nous ne pouvons plus ignorer le rôle de la famille et les responsabilités des parents. Elles doivent trouver une juste reconnaissance de la part des autorités publiques, notamment quand il s'agit de donner sa juste place au travail, qui, en particulier, on l'a vu, avec le développement de l'informatique, risque d'envahir l'espace de toute autre responsabilité. Comme Fédération des associations familiales catholiques en Europe, nous sommes engagés dans le quotidien pour porter la voix des familles auprès des institutions européennes et nous sommes particulièrement heureux de le faire et sensibles aujourd'hui à cette responsabilité particulière du Conseil de l'Europe. Bien sûr, nous sommes très présents auprès de l'Union européenne, mais ces sujets éducatifs qui sont plus culturels et qui touchent de façon singulière aux droits fondamentaux de la personne, à la reconnaissance de sa dignité, l'éducation est un droit fondamental de la personne. Et c'est donc bien vers le Conseil de l'Europe que nous sommes heureux et tentés de nous tourner, à la fois en s'appuyant sur la Convention européenne des droits de l'homme, sur la Charte sociale européenne, mais tout ça, bien sûr, à la lumière de la Charte des droits de la famille que le pape Jean-Paul II avait proposée au Conseil de l'Europe à l'issue de la publication de l'encyclique Familiaris Consortio. Et donc, à ce titre, je remercie particulièrement notre invité aujourd'hui, M. Berhan, du Conseil de l'Europe. Je voudrais saluer Sœur Myrna qui va nous apporter le témoignage de cette relation entre la famille et l'école et le témoignage si particulier et si poignant du Liban et de nos frères des chrétiens d'Orient. Et puis, un grand merci à vous, Monseigneur Zani, qui avez bien voulu participer à ce colloque. Merci à vous tous qui nous écoutez. Votre présence ce soir est un encouragement pour tous ces acteurs. J'espère que vous, comme nous, allons trouver davantage de courage et d'audace pour rentrer dans le concret, puisque, comme le dit encore le pape à la fin de son message, les grandes transformations ne se font pas dans un bureau. Elles se font dans l'action concrète que nous allons retrouver avec vos encouragements. Merci à tous. Très bonne soirée et je rêve maintenant d'écouter nos invités. Merci beaucoup, Monsieur Renard, pour ces réflexions brillantes. Je donne sans plus attendre la parole à Monseigneur Zani, secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique, qui va nous présenter le pacte éducatif global voulu par le pape François. Monseigneur, merci beaucoup, nous vous écoutons. Merci, bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, je souhaiterais adresser mes salutations les plus cordiales à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Je remercie chaleureusement les associations familiales européennes, surtout la FACFE, l'UNAEC et les autres associations qui ont organisé cette rencontre importante et qui ont voulu connaître et approfondir le thème proposé par le Saint-Père quant au pacte éducatif mondial. L'initiative proposée par le pape François découle de l'attention qu'il porte au monde de l'éducation, attention qui l'a toujours accompagné, notamment pour la formation des jeunes générations. Elle entend répondre aussi aux attentes des nombreuses personnalités de culture et d'appartenance religieuse et sociale différentes qui ont sollicité le pape pour qu'il indique quelques orientations susceptibles d'avoir une influence sur l'humanité d'aujourd'hui qui est en train de vivre une profonde transformation. Voici donc sa proposition exprimée par un premier message le 12 septembre 2019 dans le but de promouvoir une initiative spécifique de niveau mondial qui aurait de se tenir
le 14 mai 2020 sur le thème « Reconstruire le pacte éducatif mondial ». La mise en place de cet événement avait été confiée à la Congrégation pour l'éducation catholique. Le pape François a confié cette tâche l'année même où, au mois de février, il s'était rendu à Abu Dhabi pour y signer le document sur la fraternité universelle avec le grand imam Al-Azhar. Son invitation, renouvelée par un autre message du 15 octobre 2020, s'adresse à tous, scientifiques et intellectuels, économistes, éducateurs, sociologues et hommes politiques, artistes et sportifs, ainsi qu'aux représentants des religions, pour les inviter à signer un engagement concret en vue de bâtir le village de l'éducation, grâce à l'engagement éducatif qui cherche à offrir une maison commune, solide et sûre aux jeunes générations. Dans les différents messages où il y a développé sa proposition, le pape François affirme que l'humanité d'aujourd'hui est plongée dans un profond changement d'époque, traversée par de multiples crises qui produisent une métamorphose non seulement culturelle, mais surtout anthropologique, dans laquelle de nouveaux langages et de nouveaux modes de vie sont développés. Le phénomène récent de la pandémie a produit dans le monde entier une nouvelle accélération de cette rupture. En effet, tous les systèmes éducatifs, tant scolaires qu'universitaires, ont subi les conséquences de la COVID-19, non seulement en raison de la disparité très grande qui existe entre les opportunités éducatives et technologiques, mais aussi en raison de l'exclusion de millions d'enfants et d'adolescents, ce qui a élargi un fossé éducatif déjà alarmant. Dans ce contexte, plusieurs fractures qui compromettent notre manière de comprendre la réalité et de nous rapporter les uns aux autres apparaissent. Je voudrais en souligner certains qui sont plus saillantes que d'autres. Une première rupture est celle qui sépare la réalité de la transcendance. La plus grande crise de l'éducation en général et de l'éducation selon la perspective chrétienne en particulier est la fermeture à la transcendance, aux valeurs spirituelles et religieuses. Pour réduire cette fracture verticale entre l'homme et l'absolu, il est nécessaire d'avoir comme point de référence une vision intégrale de l'homme, qui soit à la fois concrète et qui permette à la personne humaine de regarder au-delà, d'élargir les horizons de la raison et de son cœur. Une deuxième fracture que l'éducation est appelée à réduire est la fracture horizontale, c'est-à-dire celle qui compromet la relation entre les générations et entre sujets différents, entre cultures et appartenances diverses. En d'autres termes, il s'agit de reconstituer un pacte éducatif au sein de la famille, entre la famille et l'école, entre la famille et la société, entre des personnes qui ont des visions socioculturelles et religieuses différentes, avec les personnes qui se trouvent en difficulté économique, sociale et morale. Une troisième fracture très profonde est celle qui existe entre l'homme, la société, la nature et l'environnement. La personne, éduquée selon une saine anthropologie, est un sujet qui aime le monde, l'histoire, qui crée la culture, qui assume ses responsabilités dans la vie politique. Ce sera donc une personne qui cultivera non seulement sa dimension subjective et personnelle, mais ainsi
mais aussi sa dimension politique, sociale et économique. Le bien de la nature, de l'environnement, en un mot, qui sait rechercher et construire le bien commun. Dans un contexte aussi fragmenté et en constante transformation, il devient plus urgent encore et plus indispensable d'avoir des objectifs bien définis qui seront des boussoles pour guider la pratique éducative à tous les niveaux. Dans les messages du pape, où retentit l'appel qui ne saurait être différé à conjuguer les efforts en vue d'une large alliance éducative afin de former des personnes mûres et reconstruire une humanité plus fraternelle, on peut trouver des indications précieuses que l'on peut résumer. Premièrement, le pape indique le courage de mettre la personne au centre. C'est un principe qui conduit au cœur de l'éducation. Éduquer signifie promouvoir l'homme dans son proprium humain. Du reste, selon l'étymologie, éduquer signifie conduire quelqu'un à lui-même, en quelque sorte le prendre en charge. D'où les questions que tout éducateur doit se poser: comment éduquer? Ou à quoi éduquer? Qui éduque-t-on? On peut être mieux encore à devenir qui éduque-t-on? Le deuxième objectif est le courage d'investir les meilleures énergies avec créativité et responsabilité. Pour pouvoir s'engager dans cette direction, le pape François souligne la nécessité d'avoir des projets à long terme qui ne s'enlisent pas dans des conditions statiques. Ainsi, nous aurons des personnes ouvertes, responsables, prêtes à trouver le temps d'écouter, de dialoguer et de réfléchir, et capables de tisser des relations avec les familles, entre les générations et les différentes expressions de la société civile, jusqu'à former un nouveau humanisme. Comme troisième objectif, qui est une conséquence du deuxième, le pape indique le courage de former des personnes disponibles pour servir la communauté et pour faire ainsi l'expérience qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans son message du 15 octobre 2020, un écho à Fratelli Tutti, le pape rappelle aussi que les grandes transformations dont nous avons besoin aujourd'hui ne se construisent pas au bureau, mais qu'il faut une architecture de la paix et de l'harmonie dans laquelle interviennent les diverses institutions et personnes de la société. La vie de famille, dans son ensemble, est un contexte éducatif. La famille est la première école des valeurs humaines, où l'on apprend le bon usage de la liberté et où l'on peut apprendre à discerner de manière critique les messages qui arrivent de l'extérieur et des différents moyens de communication. C'est le domaine de la socialisation primaire, car c'est le premier lieu où l'on apprend à se placer face à l'autre, à écouter, à partager, à endurer, à respecter, à aider et à vivre ensemble. Tout cela apprendre à savoir habiter au-delà des limites de l'environnement familial. L'école a une tâche plus formelle et plus rationnelle que la famille, laquelle a pour fonction de guider les processus de formation par l'accompagnement quotidien de la croissance des enfants. Cependant, elles doivent marcher ensemble, unies pour mettre en œuvre
les objectifs désignés par le Pacte éducatif mondial. À partir des objectifs indiqués par le Saint-Père et considérant qu'ils sont communs à toutes les institutions éducatives, il est important de se demander sur quels aspects plus spécifiques un pacte éducatif doit être établi pour une collaboration efficace entre l'école et la famille. Dans le 7e chapitre de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia du pape François sur l'amour dans la famille, dont nous célébrons cette année le 5e anniversaire, on trouve des indications pour atteindre les objectifs du pacte éducatif en réduisant les 3 fractures que j'ai évoquées précédemment. Face à la première fracture, que l'on peut qualifier de verticale, c'est-à-dire la séparation entre la réalité et la transcendance, les parents ont la responsabilité incontournable du développement moral de leurs enfants. Et ils peuvent avoir une influence en bien ou en mal. En effet, la famille ne peut renoncer à être un lieu de protection, d'accompagnement, d'orientation, même si elle doit réinventer ses méthodes et trouver de nouvelles ressources. En outre, l'éducation comporte la tâche de promouvoir des libertés responsables qui opèrent des choix à la croisée des chemins de manière sensée et intelligente, de promouvoir des personnes qui comprennent pleinement que leur vie et celle de leur communauté sont dans leurs mains et que cette liberté est une don immense. Ce faisant, l'éducation cherche à réduire la deuxième fracture qui a ébranlé la relation horizontale entre les générations et à rigidifier la personne dans son individualité en l'éloignant des communautés pour sa croissance personnelle. Qui plus est, en famille, on peut aussi reconsidérer les habitudes de consommation pour sauvegarder ensemble la maison commune. La famille est la protagoniste d'une écologie intégrale parce qu'elle est le sujet social primaire qui contient en son sein les 2 principes bases de la civilisation humaine sur la Terre. Le principe de communion et le principe de fécondité. Ainsi, à partir de l'éducation à l'écologie dans la famille, l'homme se réconcilie avec la nature et il donne à l'environnement sa valeur tout en bénéficiant. Enfin, la famille, dans sa vie quotidienne avec les enfants, contribue à former des personnes désireuses de se mettre au service de la communauté, en ayant le courage d'investir leur meilleure énergie avec créativité et responsabilité. En effet, l'éducation morale est une formation à la liberté à travers des propositions, des motivations, des applications pratiques, des stimulations, des récompenses, des exemples, des modèles, des symboles, des réflexions, des exhortations, des révisions de la façon d'agir et de dialogue qui aident les personnes à développer ces principes intérieurs stables qui conduisent à faire spontanément le bien. Parvenu au terme de mon propos, je souhaiterais souligner combien la famille est appelée aujourd'hui, avec plus de responsabilité, à vivre sa première mission d'évangélisatrice à l'égard des enfants par les témoignages. Les parents qui veulent accompagner la foi de leurs enfants sont attentifs à leur changement, car ils savent que l'expérience spirituelle ne s'impose pas,
mais qu'elles se proposent à leur liberté. Il est fondamental que les enfants voient d'une manière concrète que pour leurs parents, la prière, la spiritualité est réellement importante. Elles participent ainsi à la reconstruction du pacte éducatif mondial et à la promotion de la culture, de la rencontre et de l'harmonie. Chers amis, je vous remercie beaucoup. Je remercie les associations qui ont organisé ces rencontres-là pour l'occasion que vous m'avez offerte de présenter le pacte éducatif mondial qui est cher au cœur du pape François et de tant d'autres personnes dans le monde entier. Dans ce moment, vraiment, dans le monde entier, on a beaucoup d'expériences, des initiatives, des congrès, des réalisations. En vous assurant de ma prière, je souhaite un bon travail à votre association et à toutes les familles pour qu'elles puissent devenir, chacun selon ses propres charismes, des protagonistes engagés dans la mise en œuvre du pacte éducatif mondial. Et nous sommes là pour vous aider et pour vous accompagner. Merci beaucoup et bonsoir. Un très grand merci pour cet éclairage, Monseigneur. Merci à vous de nous avoir présenté ce pacte qui va déterminer, je l'espère, beaucoup de choses ces prochaines années en Europe. Nous allons à présent justement aborder de manière plus générale la question de l'éducation à un niveau européen. À cet égard, M. Sjoerd Berhan, qui est le chef du service éducation au Conseil de l'Europe, va nous parler des différents défis et enjeux actuels posés par l'éducation, et notamment à la lumière du pacte éducatif mondial qui vient de nous être présenté par Monseigneur Zani. Merci beaucoup, Monsieur Berhan. La parole est à vous. Merci beaucoup et merci beaucoup pour cette invitation. Je pense qu'il faut peut-être d'abord aborder, si on veut parler des défis éducationnels pour l'Europe, tout d'abord, ce sera mon prochain diapositive, voir ce qu'est l'Europe. Comme M. Renard l'a gentiment dit dans son introduction, votre organisation travaille beaucoup avec le Conseil de l'Europe. Et pour nous, si je pouvais avoir le prochain diapositive, pour nous, l'Europe, c'est vraiment ça, c'est tout l'Europe. Donc, ce n'est pas une partie de l'Europe, c'est même pas l'Europe de l'Atlantique aux Urals, c'est vraiment l'Europe de Groenland à Vladivostok. Le Conseil de l'Europe, et ce sera mon prochain diapositive, a été fondé comme la première organisation établie en Europe dans l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale. Si je pouvais avoir le prochain diapositive. Et dont le siège est à Strasbourg, donc sur la frontière franco-allemande. Ce n'est pas un hasard non plus. L'Alsace, c'est une région que j'aime beaucoup. Et c'est évidemment une région qui a eu beaucoup de difficultés, même beaucoup de guerres autour du siècle, mais où on voit aussi une vraie coopération entre le peuple. Nous avons, comme nous l'avons vu dans le diapositive précédent, nous avons actuellement 47 membres. Mais quand le Conseil a été établi en 1949, il n'avait qu'une dizaine. Et ça tient aux raisons d'être du Conseil de l'Europe qui sont la démocratie, le droit de l'homme et l'état de droit. Il va sans dire que il y avait un grand tournant il y a une bonne trentaine d'années, dont le symbole, évidemment, est la chute de la mur de Berlin, où, quelque part, le Conseil de l'Europe est allé du Conseil de la moitié de l'Europe au Conseil de l'Europe tout entière. Là, le texte fondateur
moteur, quelque part, c'est évidemment la Convention européenne des droits de l'homme, qui est appuyée aussi sur le cours européen de droits de l'homme, établi à Strasbourg. Mais dans le domaine de l'éducation, nous avons bien sûr un problème d'éducation, mais nous avons également une convention culturelle européenne qui est le texte fondateur pour toute notre coopération dans le domaine et qui, elle, n'a pas 47 pays membres, mais qui a 50, dont le Saint-Siège. Donc nous sommes très contents aussi d'avoir le Conseil de l'Europe et réunir toutes les expériences, toutes les foi, toutes les convictions. Mais nous sommes bon nombre de catholiques engagés aussi à travailler au sein du Conseil de l'Europe. Le prochain diapositive fait un tour relativement bref pour l'importance de la famille. Donc, si je peux voir le prochain diapositive, qui est simplement le texte d'un article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui bien sûr, je ne veux pas lire, mais qui souligne tout d'abord que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, mais aussi qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique. Et ça porte aussi sur l'éducation, parce que le droit à l'éducation fait également partie des droits de l'homme. Et sur le prochain diapositive, si je pouvais l'avoir, nous voyons le texte qui institue le droit à l'éducation. Ou plutôt, à l'époque, on parle effectivement de droit à l'instruction, qui est évidemment une toute autre optique. L'instruction, c'est quelque chose qu'on reçoit ou qu'on donne. Pour moi, l'éducation, c'est beaucoup plus profond. C'est une façon de vivre et ça va bien au-delà aussi d'une formation. Mais donc, dans le langage de l'époque, au moins on disait que nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. Et ça pose une question sur la responsabilité publique. Je pense qu'il est bien reconnu aujourd'hui en Europe que l'éducation, c'est une responsabilité publique, mais il faut souligner que la responsabilité publique, ça ne veut pas dire qu'il y ait un monopole public. Il y a dans le sein du système éducatif, bien évidemment aussi, une place pour l'éducation privée, l'éducation d'origine confessionnelle qui travaillent au sein des systèmes éducatifs qui, eux, sont d'une responsabilité publique, mais l'éducation catholique a toute sa place dans la mise en œuvre du droit à l'éducation. D'autant plus qu'une question fondamentale, c'est de non, quelle éducation? Nous parlons beaucoup dans la politique éducative de la question de qualité, mais nous parlons très souvent de la qualité comme quelque chose conçu, qui existe, et nous n'avons qu'à l'atteindre. Mais comment voulons-nous obtenir une éducation de qualité si nous ne savons pas ce qui est la qualité éducationnelle? Pour nous, une éducation de qualité comprend bien sûr aussi la dimension d'inclusion. On ne peut pas avoir de système éducatif de qualité s'il n'offre pas de bonnes possibilités à tous les élèves, à tous les apprenants. Mais il ne peut pas avoir non plus une éducation de qualité si cette éducation ne satisfait pas les objectifs au pluriel de l'éducation. Au Conseil de l'Europe, nous avons défini 4 objectifs principaux.
Donc, évidemment, tout le monde en parle, une préparation au marché du travail, une préparation pour l'emploi. Et il y a une dizaine d'années, c'était peut-être même le seul objectif dont on parlait à voix haute. Pour nous, c'est important, mais ce n'est pas le seul objectif. Il faut aussi que l'éducation nous prépare à une vie en tant que citoyen actif dans une société démocratique. Et de nouveau, la religion, la vie religieuse, la vie de famille, a toute sa place, je serais même fondatrice pour la société démocratique. La troisième but, c'est quelque chose qui est à l'origine de l'éducation, mais dont on parle peut-être maintenant un peu, c'est justement le développement personnel. Et de nouveau, la dimension religieuse, la dimension éthique, etc., évidemment, est clé dans ce développement personnel. Et quatrièmement, nous avons en tant que société besoin d'une base de connaissances qui soit à la fois avancée, mais aussi vaste. Donc, on ne serait pas se focaliser juste sur quelques disciplines. Nous avons au Conseil de l'Europe développé un cadre de référence pour les compétences pour une culture de la démocratie. Ce sont les compétences dont un système éducationnel devrait fournir les élèves et les étudiants pour qu'ils puissent jouer un rôle actif dans la vie de société. Il s'agit des compétences comme une capacité analytique, une capacité de présentation, mais aussi une capacité d'écoute et également une connaissance du monde, une connaissance de l'histoire, mais aussi une compréhension, quelle que soit leur conviction religieuse ou non religieuse, mais une compréhension de l'importance que joue la religion dans la société et pour beaucoup de personnes. Je pense que c'est un des défis, effectivement, pour nos Européens aujourd'hui, de comprendre que pour beaucoup parmi nous, effectivement, la religion joue un rôle important. Nous avons également une activité pour promouvoir l'éthique, la transparence et l'intégrité dans l'éducation, de par l'éducation. De nouveau, je pense que c'est une activité qui colle très bien avec, disons, la doctrine de l'Église. Et si c'est un problème, c'est aussi évidemment parce qu'il y a le contraire. Il y a aussi un phénomène de corruption qui se trouve aussi dans l'éducation, surtout au niveau peut-être de l'enseignement supérieur, mais certainement également dans d'autres niveaux. Et puis, nous avons des activités dans le domaine précis. Je mentionnais la Convention culturelle européenne qui date de 1954. Il y a deux domaines de l'éducation qui sont explicitement mentionnés dans cette convention. Ce sont l'éducation aux langues et l'éducation à l'histoire. L'éducation à l'histoire, ce n'est pas difficile à comprendre. On se situe là à 9 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais également les langues, parce que pour la compréhension, la connaissance des langues, évidemment, est capitale. Je sais qu'on manque un peu de temps, mais il faut quand même aussi se poser la question de quelle société voulons-nous? Mon prochain diapositive, si je peux l'avoir, montre deux options. Et là, je vraiment bien, voilà. Donc, à gauche, vous avez quelque chose qui se trouve pas très loin de Strasbourg. C'est finalement une partie de la ligne Maginot qui a été restaurée. Bon, la ligne Maginot reposait sur deux suppositions. Reposait sur la supposition qu'il y aurait une deuxième guerre mondiale. Malheureusement, cette supposition était correcte. Mais il reposait aussi sur la supposition que l'ennemi viendrait
dans la même direction que pour la Première Guerre mondiale. Et là, effectivement, la supposition n'était plus correcte. Pour moi, cette forteresse illustre ce que nous ne voulons pas voir dans l'éducation. C'est-à-dire, nous ne voulons pas que l'éducation soit figée, qu'elle soit plus à l'auteur de développer la société que nous voulons. À droite, vous savez quelque chose qui relève de mon héritage culturel, si vous voulez. Ce sont des Vikings. Donc, ils sont en chemin vers une bataille, effectivement, peut-être la bataille la plus importante dans l'histoire, où malheureusement, ils ont tué effectivement celui qui est devenu le saint patron de la Norvège, qui montre effectivement que la foi et l'intervention divine est plus forte que celle des humains. Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est la caption, qui dit que sur chaque sentier, il y a des personnes. Je pense que ce qui est important dans cette illustration, c'est que ces personnes sont en chemin vers un but commun. Dans ce cas-là, le but n'est peut-être pas le bon, mais si le but est le bon, on peut l'atteindre par différents chemins. Et mon dernier diapositive pose simplement la question de quelle éducation avons-nous besoin. Et il y a un sociologue chilien qui s'appelle Gianni Teroni qui a répondu à cette question avec une autre question. Il dit qu'afin de répondre à la question de quelle éducation avons-nous besoin, il faut d'abord répondre à une autre question. De quelle société voulons-nous? Je pense que notre réponse doit être que nous voulons évidemment une société basée sur le droit de l'homme, sur la démocratie, où les convictions religieuses ont toute sa place, où la famille a toute sa place et où les buts de l'éducation vont au-delà de la préparation au marché du travail, pour important qu'il soit elle, et s'attend à toute la personne, à une personne complète dans toutes ses convictions, dans toutes ses dimensions. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Berhan. Nous allons à présent sortir un petit peu du cadre européen, du cadre strictement européen, en donnant la parole à sœur Myrna Farah, qui est la directrice de l'établissement Sainte-Anne au Liban. Or, en ces temps décisifs, il est opportun, en tant qu'Européens, de tourner aussi notre regard vers nos voisins qui partagent aussi beaucoup d'éléments de notre culture, notamment du point de vue de l'enseignement catholique, puisque comme c'est le cas au Liban, qui traverse par ailleurs une crise politique et sociale des plus rudes. Sœur Myrna Farah est également membre du secrétariat des écoles catholiques au Liban et chercheur sur les questions liées à l'éducation et le rôle des familles. Elle nous parlera donc de la situation au Liban, puis de la relation entre famille et éducateurs. Avant cela, nous allons visionner une courte vidéo sur la situation des écoles catholiques au Liban et ensuite nous lui donnerons la parole. Merci beaucoup. Dès le début, l'école catholique au Liban est plus qu'une institution éducative. Enracinée dans son folk et le stage, elle étend ses serments dans toutes les régions du pays, du nord au sud, du littoral à la montagne, des zones urbaines et rurales. Partout, elle développa la même mission, promut les mêmes valeurs, œuvra pour instaurer une culture de convivialité qui contribua à la naissance du Grand Liban. Dès le début, l'école catholique tissa des relations historiques et fraternelles avec l'Europe, surtout avec la France.
L'arrivée des missionnaires, tels que les capucins, les jésuites et les navires, a ancré les échanges culturels et l'enseignement de la langue française. À la fin de la Première Guerre mondiale, précisément en 1920, le Grand Liban a été mis sous mandat français. Les échanges académiques s'intensifièrent et s'élargirent même après l'indépendance du Liban. Dans les moments de paix et prospérité, comme dans les moments de guerre et de précarité, l'école catholique au Liban n'a jamais cessé sa mission éducative de former la personne humaine dans son intégralité, ni plier les genoux devant les énormes défis sociopolitiques. Elle demeura l'école pour tous, en accueillant des élèves de confessions différentes, chrétiens, musulmans, druzes, sans aucune distinction. En 2018, M. Emmanuel Macron salua les écoles chrétiennes, en particulier catholiques, au Liban et dans plusieurs pays du Proche et du Moyen-Orient, qui apportent depuis plusieurs siècles une contribution essentielle à la diffusion du savoir, du respect mutuel entre les personnes et de la francophonie. Actuellement, l'école catholique au Liban est fragilisée, voire menacée de son existence en raison de nombreuses circonstances, dont la loi 46, la crise financière, la dépréciation de la livre libanaise, la guerre médiatique, la pandémie de COVID-19, l'obscurantisme socio-confessionnel, sans oublier les dégâts causés par l'explosion meurtrière du Coran. Tout cela en l'absence d'un véritable plan de soutien gouvernemental. Que sera son avenir? Comment traverser la crise actuelle qui ruine le pays? La pérennité de l'école catholique est notre responsabilité. Ensemble, nous pouvons traverser la crise et construire un avenir meilleur. La stabilité du Liban est liée à la stabilité de l'école catholique. Voilà, sœur Myrna Farah, la parole est à vous. Merci, grand merci. Et excusez-moi si je suis émue chaque fois qu'on parle du Liban, de la situation du Liban. Il y a une certaine émotion que nous ressentons. Excellences, messieurs les présidents des associations, je ne peux pas vous cacher combien je suis honorée de participer à cette réflexion, à ce webinaire. Et quel honneur vous donnez au Liban de faire parvenir aussi sa voix et de participer à cette réflexion. Et vu que je suis l'unique qui n'exerce pas dans le cadre d'un pays européen, je vous demande de tolérer la référence que je fais au contexte scolaire que nous vivons au Liban. Je demande peut-être à M. Francesco de projeter le premier slide. Alors, oui, je parlerai de 3 points rapidement. Vous pouvez passer aussi le deuxième. Donc, le titre de cette intervention, c'est la complémentarité. Quelle complémentarité entre l'école et la famille? Et moi, je parlerai de choses concrètes, vu que je suis directrice d'un établissement scolaire, mais aussi en tant que chercheuse dans ce domaine. Ensuite, je ferai un survol historique de cette relation. On parlera des dimensions éducatives où l'école et la famille interviennent pour le développement de l'intégrité de la personne. Et à la fin, je me permets de préciser quelques modalités que j'ai appelées les 4 co qui pourraient privilégier l'action éducative et nous aider à parvenir à cette finalité. On passe au deuxième slide. Donc, au Liban, on vit un déferlement de crises sanitaires, politiques, financières. Tout a été couronné par une explosion meurtrière du port de Beyrouth. Tout ceci a déstabilisé nos structures institutionnelles et éducatives, chambardé les priorités et fragilisé les différents acteurs éducatifs. L'effondrement du système économique libanais accélère l'effondrement de tout un système de valeurs, de balises sociales, scolaires et de relations socio-psychologiques et éducatives. Je mentionne que les écoliers libanais ont vécu et vivent toujours le plus long confinement imaginable. Il y a des élèves qui n'ont pas mis le pied à l'école depuis le 1er mars 2020. Donc, ça fait au-delà de 12 mois. Cette absence physique prolongée, qu'on pourrait appeler séquestration scolaire, remet en question plusieurs évidences éducatives et nous pousse à réfléchir sérieusement sur la complémentarité éducative entre la famille et l'école.
J'ai entendu Monseigneur Zani qui disait, est-ce qu'on pourrait pallier, est-ce que l'école, la famille pourrait pallier au rôle de l'école? Donc, voilà le sujet de notre réflexion. On passe au prochain slide. Je ne prétends pas retourner sur l'origine historique de la relation éducative entre famille et école. Cependant, depuis une quarantaine d'années, déjà Olivier Reboul remarque que, je cite, « Notre civilisation est en crise et le signe le plus convaincant en est, sans doute, la faillite de notre éducation. Pour la première fois dans l'histoire, l'homme s'avoue incapable d'élever ses enfants. Au XXe siècle, famille et société ont pris conscience de la complexité de la tâche d'élever un enfant. De conséquence, le rôle des institutions scolaires a pris une place importante. Au Liban, par exemple, cette relation se traduisait par une confiance totale dans les enseignants, jusqu'au point où les parents démissionnaient presque de leur rôle éducatif. Toutefois, les relations entre parents et école n'ont jamais été au beau fixe. Il y a tout un ensemble de difficultés qui parasitent la relation école-famille et qui engendrent des conflits implicites ou explicites. Bien entendu, les rapports entre parents et école sont en recherche continue d'équilibre. Ni la neutralité, ni l'agressivité, ni la méfiance, ni la mise à distance ont constitué une réponse adéquate. Il est à noter que cette coexistence relativement pacifique sur le même terrain éducatif devient actuellement insuffisante, vu le contexte dont mes prédécesseurs ont parlé. Ne faut-il pas aller plus loin et impliquer les deux protagonistes dans la même action? Autrement dit, passer de la coexistence à la coéducation. Pour répondre à cette problématique, des chercheurs ont identifié 4 dimensions qui apparaissent comme indispensables au bon développement d'une personne, à savoir les dimensions affectives, cognitives, sociales et idéologiques. Je vais les présenter très brièvement. La dimension affective. Elle renvoie au concept d'affiliation. Pour grandir et vivre de façon épanouie, tout élève a besoin de créer des liens et d'attachement, d'être accepté et rassuré, d'être investi dans un projet. Donc là, c'est un champ commun entre l'école et la famille. Le deuxième champ commun, c'est la dimension cognitive. Elle met en scène la notion d'accomplissement. Pour se développer, l'individu doit trouver du sens dans un environnement, ou plutôt dans son environnement. Il doit exercer sa curiosité, donc il a besoin d'être stimulé, d'expérimenter et d'explorer son milieu, et d'être renforcé dans ce qu'il fait et dit. Et là, il y a une dimension sociale. Donc, je passe à la troisième. Cette dimension sociale implique le développement de l'autonomie et du pouvoir sur le monde. Pour cela, l'élève a besoin de contacts sociaux. Il a besoin de communiquer. Il a besoin d'accéder à une image positive de lui-même, donc le droit et le besoin d'être considéré. Il a aussi besoin de repères qui le structurent, ce qu'on appelle un cadre structurant. Et la quatrième dimension est la dimension idéologique, qu'on pourrait aussi appeler la dimension spirituelle. Cette dimension renforce et initie l'apprenant aux valeurs suprêmes telles que le bien, le vrai, le beau. Ici, je retrouve un écho aux valeurs de l'école catholique au Liban. Nous avons choisi ces 3 valeurs comme valeurs fondamentales de notre agir éducatif. Donc, si le pacte éducatif nous interpelle et préconise le rôle primordial de la famille dans le développement de l'enfant, je cite, « Il nous demande de voir dans la famille le premier et l'indispensable sujet éducateur », donc il faudrait chercher comment y parvenir. Et là, humblement, je présente 4 modalités qui sont projetées devant nous et que j'ai appelées les 4 co.
en espérant qu'elle pourrait nous aider à concrétiser cette vision. Je parle de la co-responsabilité, de la co-éducation, de la communication et de la collaboration, et certainement dans un esprit de courage et d'audace. La co-responsabilité. Il y a une valorisation de la famille et de sa compétence éducative au plan social. Ça, c'est un appel pour nous tous à changer notre jugement de valeur lié à notre histoire sur la famille qui était considérée auparavant comme incompétente, excusez-moi le terme, maltraitante et à des moments abandonnique, et de reconnaître son rôle éducatif indéniable et primordial. Cela signe concrètement le passage de l'exclusion à l'ouverture institutionnelle. Le parent devrait passer de la place d'usager à celle d'acteur actif, engagé et associé. Le regard des parents aussi, en ce qui touche leur enfant, devrait être pris en considération. Mes prédécesseurs ont parlé du rôle central, pas du rôle, de la centralité de notre action sur l'enfant. Donc, le regard des parents sur l'enfant devrait être pris en considération et pas seulement le regard des experts professionnels scolaires. C'est l'affirmation d'un principe de négociation d'intérêts au profit de l'enfant. Autour de l'idée d'une responsabilité partagée s'érige le principe de la coéducation et que quelques chercheurs se plaisent à l'appeler partenariat éducatif. Donc, c'est quoi cette coéducation? La coéducation exige authenticité, harmonisation conceptuelle et définition opérationnelle de la notion d'éducation. Ceci peut se traduire concrètement par la mise en place d'un référentiel commun. Il s'agit de générer un processus de coéducation entre les deux institutions, familiales et scolaires, susceptible de permettre à l'enfant de bénéficier d'un contexte éducatif suffisamment cohérent. Et je pense aussi qu'on a parlé de cette cohérence éducative pour pouvoir y arriver au développement de l'intégrité de la personne. Le troisième point, c'est la communication. Il est important de sortir de ce qu'on appelle mutisme éducatif. L'établissement scolaire doit préciser ses valeurs éducatives et oser en parler dans une société laïcisée ou bien dans une société multiconfessionnelle ou religieuse. Autrement dit, nous sommes appelés à favoriser les rencontres individuelles avec les parents au moment de l'admission, à créer des espaces de parole, de dialogue, à soigner les publications sur les réseaux sociaux, de sorte que les parents soient suffisamment informés sur l'identité de l'établissement et sur ses valeurs éducatives. M. Bergan vient de citer les valeurs de la Charte européenne. Le quatrième point, quatrième co, c'est la collaboration. Notons que l'implication des parents varie selon plusieurs facteurs, tels que l'âge de l'enfant, la présence des difficultés scolaires chez l'enfant ou les parents, le statut socio-économique des familles et le niveau de scolarisation. Je note aussi que les parents s'impliquent généralement dans l'éducation à la maison plus qu'à l'école et qu'il y a à des moments une certaine méconnaissance du milieu scolaire accompagnée d'un sentiment d'incompétence chez les parents. Je pense que nous sommes appelés à aider les parents à sortir de ce complexe et de ne pas considérer que l'école est un îlot, un milieu fermé. Donc, participer et favoriser la participation bénévole des parents à l'école, ne pas hésiter à faire appel à eux pour l'encadrement de quelques activités scolaires, parascolaires, de les solliciter pour participer au cercle de réflexion, au fonctionnement de l'école, etc. Je clôture. Un proverbe africain dit qu'il faudrait tout un village pour éduquer un enfant. Et le pape parle aussi de ce village. Oui,
il faudrait toute une société co-responsable pour engendrer l'homme dans l'être humain. La maïeutique dont parle Socrate est inspiratrice de notre attitude chrétienne éducative. L'école est d'abord un laboratoire d'humanité, la première maison commune où les différents acteurs apprennent à construire et à vivre en communauté et non pas seulement à vivre juxtaposés dans une structure scolaire. Si les parents sont les premiers et indispensables acteurs dans l'éducation, il est normal que l'école les seconde dans leur mission et qu'elle mette à leur portée tout son savoir éducatif, didactique, pédagogique, culturel et spirituel dans une attitude de service. Il est important également de s'éloigner de tout mutisme concernant notre identité et éviter au plus grand maximum les écueils de l'insipidité éducative dans une société éclatée. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage, ma sœur. Nous approchons de la fin de ce rendez-vous et nous allons donner très brièvement la parole au président de la FAFSE, M. Vincenzo Bassi, et à M. Laurent Grégoire, président de la Confédération française des associations des anciens élèves de l'enseignement catholique et également secrétaire général de l'UNEC Europe, pour un bref échange de vues, et nous laisserons ensuite le président de l'UNEC Europe conclure ce webinaire. Merci beaucoup. Merci réellement. Je suis très content, Héros, parce qu'on a cherché d'organiser, on a essayé d'organiser cette rencontre avec le but précis de créer une alliance entre nous. Parce qu'il faut créer une communauté. L'école est une communauté, nous sommes communauté, et je crois que on a besoin d'être moins spécialisé. Vous comprenez ce que je dis? Parce que à la fin de tout le travail que nous faisons ce travail pour les familles, parce que tous les travaux ont comme destinataire sont adressés aux familles. Et je crois que l'association d'élèves est très claire, la fonction qu'il exerce, qui est une fonction très importante parce qu'ils sont un exemple, un exemple de l'importance de la liberté, de la liberté et aussi la liberté dans l'éducation. En fait, ce qu'on peut voir est que sans l'Église, sans la liberté éducative, on ne peut pas rattraper aussi une liberté efficace dans la société. Et pour les associations familiales, ça est très important parce que nous donne la possibilité de parler plus facilement de la liberté éducative et de la responsabilité joyeuse des familles. Et je crois qu'il faut coopérer ensemble, il faut continuer à coopérer ensemble. Et pendant ces périodes de pandémie, on a compris que la maladie la plus mauvaise est la solitude. Et pour combattre la solitude, il faut être ensemble. Il faut rattraper, il faut essayer de créer un réseau de familles. Et pour ça que j'espère de travailler dans une façon différente pour essayer toujours des moments pour partager les expériences et aussi pour essayer de créer des valeurs qui viennent de l'expérience de notre association et de notre famille. Parce que j'ai pu, et pour ça que je suis très content aussi de parler d'école, que l'école chrétienne est capable d'interpréter la réalité, pas
et pas d'imposer une idéologie. Ça, c'est la chose la plus importante. Parce que ce qu'on va voir dans la société est qu'il y a toujours les tentatives d'être hégémonique en imposant des valeurs qui, même s'ils sont des valeurs positives, ne sont pas des valeurs qui viennent de la communauté et des familles. Et quand cette expérience arrive, il faut avoir des purs, il ne faut pas être content parce que si les valeurs ne viennent pas de la communauté et des familles, ils deviennent idéologie et l'idéologie amène les personnes à se combattre. Et j'espère qu'on peut toujours parler de la positivité et parler de la responsabilité parce que les parents n'ont pas les privilèges d'éduquer les enfants. Les parents ont la responsabilité joyeuse de le faire et ça, c'est une manière très claire pour dire que la famille n'est pas un sujet qui doit être aidé, mais c'est un sujet qui aide la société. Le problème que nous avons est qu'il y a beaucoup d'obstacles qui ne permettent pas aux familles d'être libres, d'être responsables. Avec les associations familiales, avec les associations d'élèves, avec l'école, on peut réellement faire ça. Et j'espère que les écoles chrétiennes pourraient aussi stimuler la création, la constitution d'associations familiales pour permettre à les personnes et aux familles de ne pas être seules parce que la solitude, comme je disais, est la maladie la plus grave. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bassi. Monsieur Grégoire, nous vous écoutons. Voilà. Je vais répondre brièvement à 2 questions. La première, quels sont les principaux objectifs d'une association d'anciens élèves de l'école catholique? Bien sûr, favoriser et entretenir les liens d'amitié qui se sont créés durant les années d'école. Il s'agit aussi d'aider les anciens élèves, notamment lorsqu'ils rencontrent des difficultés financières ou une perte d'emploi, ainsi que de jeunes anciens qui ont des projets humanitaires. Les associations font également auprès de leurs membres, parfois par de la formation, la promotion de l'engagement familial, social et politique dans l'esprit de la doctrine sociale de l'Église. Un autre objectif essentiel de nos associations, c'est de participer à la vie de l'école. En effet, les anciens élèves, comme les parents d'élèves, font partie de ce que nous appelons dans les écoles catholiques la communauté éducative. Comment en font-ils partie? En participant aux différentes instances de l'école, notamment pour la gestion financière, en participant largement, voire en organisant les forums métiers pour aider les élèves à choisir leur futur métier, en octroyant éventuellement des bourses pour les élèves qui en ont besoin, en contribuant aux éventuels appels financiers de la direction de l'école pour de nouveaux travaux et investissements, en aidant, comme le font beaucoup de parents, à la catéchèse, en participant aux fêtes et grandes manifestations de l'école, enfin en gardant vivante l'histoire de l'école, de ses enseignants, de ses éducateurs. Deuxième question, quel engagement les anciens élèves prennent dans le cadre du pacte éducatif global, et ceci bien sûr dans le sillage de l'engagement que l'OIEC a déjà pris lors d'un webinaire en février organisé par son secrétaire général Philippe Richard. Eh bien, dans les 7 engagements que propose le pape, il est de notre responsabilité d'agir notamment au titre du 4e engagement, voir dans la famille le premier et l'indispensable sujet éducateur. La co-organisation de ce webinaire par la FAFC et l'UNAEC Europe en est la preuve. La majorité des anciens élèves sont des parents, voire des grands-parents. Nous sommes, comme anciens élèves d'une école catholique, mais aussi comme père ou mère de famille, doublement engagés dans cette responsabilité éducative. Au titre du 6e engagement, chercher d'autres manières de comprendre l'économie
la politique, le progrès dans la perspective d'une écologie intégrale. Par leurs activités professionnelles dans la société, les anciens élèves peuvent être la fenêtre ouverte de l'école vers le monde extérieur. Enfin, au titre du 7e engagement, cultiver notre maison commune selon les principes de subsidiarité et de solidarité. De par l'éducation que nous avons reçue, nous, anciens élèves, sommes appelés à agir dans notre vie de tous les jours, dans nos familles, dans nos activités au sein de nos associations, auprès de notre ancienne école, en respectant ces principes de la doctrine sociale. Je vous remercie. Et voilà, merci beaucoup, messieurs. À présent, Monsieur Giuseppe Mariano, président de l'UNEC Europe, va conclure ces discussions en évoquant l'engagement des anciens élèves des écoles catholiques. Il va le faire assez brièvement car nous avons déjà dépassé malheureusement le temps qui nous était imparti, mais voilà, il va nous offrir une petite conclusion, une petite réflexion de conclusion. Merci beaucoup. Le son, Giuseppe, le son. Voilà. Voilà, c'est bon? OK. C'est parfait. Mesdames, OK. Mesdames et messieurs, chers amis, je remercie tous les intervenants et les participants à ces webinaires que l'UNEC Europe et la FAS ont organisés sur le thème Famille et éducation, graines de l'espoir. Un remerciement particulier à notre secrétaire général Laurent Grégoire, dont le travail a été déterminant pour la réalisation de ces webinaires. Juste un mot pour vous présenter l'UNEC Europe, qui est une association internationale non gouvernementale, ONG, qui a son siège à Paris et qui a été fondée à Rome en 1980. Elle est membre de l'OMAEC, Organisation mondiale des anciens et anciennes élèves de l'enseignement catholique, était dotée du statut participatif auprès du Conseil de l'Europe de Strasbourg. L'objectif de ces webinaires était, dans le cadre de l'année Famille Amoris Laetitia, de sensibiliser à l'urgence éducationnelle pour le futur de notre continent et au-delà. Le pape François a écrit qu'aux difficultés sanitaires ont fait suite les difficultés économiques et sociales. Les systèmes éducatifs du monde entier ont souffert de la pandémie, aussi bien au niveau scolaire qu'académique. Et, de ce fait, de nombreux enfants et adolescents sont restés en arrière dans le processus naturel du développement pédagogique. On peut parler de véritables catastrophes éducatives. Et il y a la nécessité de redéfinir un parcours éducatif pour construire de nouveaux paradigmes capables de répondre aux défis et aux urgences du monde contemporain. Il est donc venu le temps de conclure un pacte éducatif global pour et avec les jeunes générations qui engage les familles, les communautés, les écoles et les universités, les institutions, les religions, les gouvernants, l'humanité entière dans la formation des personnes matures. Nous devons mettre au centre de chaque processus éducatif formel ou informel la personne, sa valeur, sa dignité. Pour faire cela, on doit adopter des styles de vie plus sobres. On devra assurer à tous l'accès à une éducation de qualité et donner vie à un projet éducatif en investissant les meilleures énergies, ayant comme point de référence la doctrine sociale de l'Église. Cela implique que même les anciens élèves de l'enseignement catholique s'engagent et écoutent d'autres types de sensibilités qui ne soient pas simplement celles de leur cycle éducatif. Les anciens élèves sont disponibles pour donner des réponses concrètes
à l'appel du pape, même s'il existe des obstacles, des langues et des cultures. Mais la volonté d'être à l'écoute et les renoncements à certaines idées propres sont indispensables pour parvenir à un consensus et pour nous faire découvrir ce qui nous unit, la spiritualité et les charismes de l'école que nous avons fréquentée. Nous le voulons comme le fil d'Ariane de nos initiatives et de nos actions futures. Les anciens élèves de l'Europe sont doublement concernés parce que, même s'ils ne participent pas toujours à la vie quotidienne des communautés éducatives, ils apportent leur expertise et contribuent à la bonne organisation, au bon fonctionnement et à la vitalité de l'enseignement catholique dans leur pays. Ils s'engagent donc à côté des écoles catholiques et des familles dans le cadre du pacte éducatif global pour une éducation dont l'objectif premier est de participer pleinement à l'humanisation du monde, au développement d'une civilisation de l'amour et à promouvoir la culture du dialogue et les villages de l'éducation. Cela implique des changements profonds de mentalité et d'habitude et la nécessité de dialoguer, d'écouter activement et humblement, d'essayer de comprendre les arguments et les propositions des autres, catholiques et non catholiques. Aujourd'hui, en effet, la collaboration est plus urgente et nécessaire que jamais si l'on veut créer une nouvelle éducation pour tous, une éducation plus humaine, fraternelle, solidaire et durable, et si l'on veut améliorer la vie des gens et leur contexte. Il faut rendre les personnes de plus en plus conscientes de la gravité de la crise culturelle et écologique, et surtout aider par des projets éducatifs concrets à adopter de nouveaux modes de vie respectueux de la nature et de l'environnement, afin de donner aux générations futures un monde non pas défiguré, mais renouvelé. Les anciens s'engagent et s'engageront activement dans tous les secteurs où ils travaillent, familles, écoles, organismes nationaux et internationaux, pour considérer l'éducation à la base de tous les changements sociaux et culturels. Nous devons favoriser un changement de mentalité. Les organismes éducatifs, les acteurs sociaux, les institutions, les organisations internationales devront construire des alliances pour atteindre des objectifs communs et susciter une humanité plus fraternelle. Et cela sera possible si nous tous travaillons pour mettre la personne au centre, pour investir les meilleures énergies, pour former des personnes capables de se mettre au service des autres et de penser l'enseignement comme une outil pour faire face aux défis de notre temps. Paix, citoyenneté, solidarité et développement, dignité et droits de l'homme. Pour conclure, je suis sûr que tous les anciens élèves vont travailler ensemble dans la conviction qu'il est aujourd'hui nécessaire de démarrer une nouvelle époque d'engagement éducatif. Un tel investissement formateur basé sur un réseau de relations humaines et ouvertes devra assurer à tous l'accès à une éducation de qualité, à la hauteur de la dignité de la personne humaine et de sa vocation à la fraternité. Il est temps de regarder de l'avant avec courage et expérience, c'est-à-dire avec la conviction que dans l'éducation se trouve la semence de l'expérience qui nous porte.
une espérance de paix et de justice, une espérance de beauté, de bonté, une espérance d'harmonie sociale. Je voudrais enfin remercier les responsables de la Fédération européenne des familles d'inspiration catholique avec lesquels ce webinaire a été organisé, en espérant que cette collaboration entre les anciens élèves et les familles se poursuive dans l'avenir. Merci pour votre attention et à tous les meilleurs vœux pour un travail fructueux pour assurer le plein succès au pacte éducatif global. Merci. Merci, Monsieur Mariano. Cette rencontre donc touche à sa fin. Merci beaucoup à tous d'avoir pris part à ces discussions. Alors, nous ne pourrons hélas pas répondre à vos questions, aux questions qui nous sont parvenues, faute de temps, mais vous pourrez toujours envoyer vos remarques et aux questions à la FAFSE ou à l'UNAC par email, par exemple, pour poursuivre ces échanges. J'espère en tout cas que ces réflexions vous inspireront dans vos missions respectives. Encore un grand merci à tous les intervenants et à leur engagement, et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Au revoir.